Il n'y aura jamais un dialogue en dehors de sa propre initiative. C'est bien ce mot que le chef de l'État a y à souligner lorsqu'il y a une rencontre entre le membre cadre de l'Union sacrée et au moment où les confessions religieuses commencent à élargir leur plateforme pour coûte que coûte convoquer les dialogues sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, afin de mettre fin à certains problèmes qui piquent le Congolais. Et de l'autre côté, les autres ne veulent pas de ces dialogues. Parce que on va dialoguer avec qui, pour faire quoi et pour quel intérêt? Nous allons recevoir sur ce plateau, bonjour à tous et bonsoir. Selon l'heure vous êtes en train de nous suivre, nous allons recevoir le président Dieudonné Kishi, coordonnateur du Front pour l'anti-dialogue et président de Congo Positif. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Est-ce que vous êtes bien portant, Dieudonné Kishi? Je me porte comme vous voyez, je me porte comme un charme. Oui, je vais bien. Comment vous voulez quelque chose et son contraire? Parce que vous passez de l'anti-dialogue. Vous ne voulez pas que les Congolais puissent dialoguer, Dieudonné Kishi? Non, je pense que les Congolais doivent bien nous comprendre. Nous ne sommes pas opposés au dialogue. Le dialogue, c'est une vertu. Ça reste une vertu également en démocratie. Mais le principe qui présiderait à tout dialogue, ces principes-là doivent aussi respecter la démocratie, doivent respecter la souveraineté du peuple, doivent respecter la Constitution et doivent respecter les institutions établies. Donc, si on organise un dialogue dans ces cadres que je viens de peindre, n'est-ce pas? Oui. Dans un cadre qui respecte la démocratie, dans un cadre qui respecte la souveraineté du peuple telle qu'elle est prescrite à l'article 5 de la Constitution, dans un cadre qui respecte les institutions établies. En ce moment-là, ces dialogues-là, nous ne pouvons pas y être opposés. Ce que nous refusons, ce sont les dialogues mascarades. Comment ça? Les dialogues de mensonges. Les dialogues qui présentent une situation au peuple, mais qui en réalité cherchent autre chose. Il y a deux dialogues de mascarade. Jusqu'ici, quand vous regardez, parce que beaucoup de Congolais disent nous avons l'ADN, dans notre ADN il y a les dialogues. Il y a les dialogues. Nous sommes habitués à dialoguer. Effectivement, ça fait plus de 47 fois qu'on dialogue dans ce pays. Mais regardez la situation générale de notre pays. Vous avez l'impression que c'est un pays des gens qui ont eu à dialoguer. Mais ce n'était pas pour cette initiative où le pays est attaqué dans la partie est de la République. Ça a une différence. Chaque fois qu'on a dialogué, dans les 47 fois qu'on a dialogué, je peux vous dire que 60% des dialogues qui ont été tenus dans ce pays, 60%, 65%, je dirais même 70%, c'est autour des problèmes de l'Est de notre pays. C'est autour des problèmes de la guerre. C'est autour de ça. 60%. Et donc, si on a dialogué autant de fois sans solution, quelle est la garantie que vous avez qu'en dialoguant cette fois-ci, il y aura une solution? Cette fois-ci, il y a cette initiative amorcée par la 5OLCC. Ils ont fait au moins le tour de certains pays d'Afrique, voire même en Europe, voire au moins certains des acteurs clés pour au moins mettre fin à cette situation. Aujourd'hui, ils ont même élargi leur plateforme en initiant ces deux églises de Ravek, mais ils veulent, le seul problème, malgré qu'on a Washington droit, le seul moyen, nous devons nous parler à l'interne. Mais vous dites, ça ne va rien profiter. Je vais vous dire 2-3 choses à ce sujet par rapport à la question que vous posez. Vous avez cité l'église. Vous avez dit ils sont allés un peu dans toutes les capitales, mais vous ne les avez vus dans aucune province. Dans aucune province, ils ont réuni les peuples. Les peuples pour qui on cherche des solutions, il est ignoré.
Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème qui montre que chaque fois qu'on fait des dialogues, chaque fois qu'on prend des initiatives, on met toujours le peuple à l'écart. Mais ils étaient à l'Assemblée nationale, la représentation du peuple. Ils ont vu Vital Kamerhe. Ils ont vu Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. Ils ont été à l'Assemblée nationale. Mais la question qu'on pose ici, c'est une question qui toucherait, dont les résolutions peuvent toucher à la Constitution. À partir du moment où les résolutions peuvent toucher à la Constitution, en ce moment-là, ce n'est plus une question seulement des représentants du peuple. Parce que s'il y a des résolutions, si on tenait un dialogue, ce dialogue va se terminer par des résolutions. Ces résolutions-là, dans l'ordre constitutionnel de notre pays, vous les classez où? Pour que ça puisse avoir la valeur, la légitimité qu'il faut. Voilà pourquoi nous, du Front Anti-Dialogue, nous disons que ce qu'il fallait faire, ce qu'il faut faire, s'il faut vraiment convoquer un dialogue, c'est de poser la question au peuple souverain de la République démocratique du Congo. Là, on voulait parler de référendum. Effectivement, il faut organiser un référendum. Il faut organiser un référendum pour poser la question au peuple. S'ils veulent le dialogue. Oui, justement. Pourquoi? Parce que vous avez évoqué l'Église ici. L'Église a préparé une feuille de route. Dans la feuille de route, par exemple, l'Église dit que il y aura une composante qui s'appelle opposition armée. Mais l'opposition armée n'est pas reconnue dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais ça existe quelque part. Ça peut exister, mais il faut que ça soit reconnu dans la Constitution. Dites-moi maintenant, quand il y aura une résolution qui concerne l'opposition armée, dans l'ordre constitutionnel, elle va se classer où? Ça, c'est un problème. Vous voyez que c'est un problème majeur qui peut toucher à la modification de la Constitution. Les implications. La feuille de route a prévu aussi un dialogue des experts. Les experts, on ne connaît pas d'où ils viennent. Ils sont des experts congolais ou bien on ne sait pas. De l'étranger? Ils sont experts en quoi? Qui les a sélectionnés? Quelles sont leurs acquaintances? Quels sont leurs liens avec les uns et les autres? Tout ça, c'est des questions qui restent posées. C'est pour cela que nous disons, quand l'Église se lève pour dire nous devons trouver, l'Église a identifié un problème en disant il y a un problème à l'est de notre pays. L'Église ne peut pas, à mon avis, mon humble avis, ne peut pas se substituer à la place du peuple. Et ils ont toujours dit ils sont du côté du peuple. Vous pouvez être du côté du peuple. C'est une bonne chose d'être du côté du peuple. Mais vous n'avez pas le droit de vous substituer au peuple. C'est là où il y a les problèmes. Parce que quand l'Église a identifié les problèmes, n'est-ce pas, a levé l'option de faire en sorte qu'il y ait un dialogue. C'est son point de vue. Est-ce que c'est le point de vue du peuple lui-même qui est souverain de la République démocratique du Congo? C'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a les problèmes. Parce que moi, je peux identifier un problème dans notre société. Oui. Est-ce que ces problèmes que j'identifie doit-il me pousser à faire convoquer un dialogue? Ou bien j'ai une autre possibilité? J'ai une autre possibilité. Et c'est ce que l'Église aurait dû faire. C'est-à-dire identifier les problèmes, soit demander un référendum pour que le peuple lui-même se prononce. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'on demande le dialogue, il y a des institutions qui sont établies, qui sont légalement et légitimement établies. Et à ces institutions, le peuple souverain de la République démocratique du Congo a donné un mandat. Et mandat, ça veut dire quoi? Le mandat, ça veut dire c'est le pouvoir qu'on vous donne pour résoudre l'ensemble des problèmes d'une population concernée.
Si on vous a donné un mandat, c'est parce qu'on vous a trouvé capable de résoudre les problèmes. N'est-ce pas? Alors, si l'Église s'était limitée juste à déposer son document, n'est-ce pas? Pour dire, voilà, les problèmes que nous avons trouvés, nous vous confions ça à travers une pétition. Par exemple, l'article 27 de la Constitution allait être respecté en ce moment-là et les autorités allaient examiner. C'est là où le président de la République, dont je ne suis pas porte-parole, j'essaie de comprendre ce qu'il a dit. C'est là où il a dit qu'il n'y aura pas de dialogue en dehors de celui que moi je vais convoquer. Pourquoi? Là, vous êtes content de cette déclaration. Parce que c'est le seul en République démocratique du Congo qui a le mandat du peuple congolais de résoudre des problèmes. Même si j'ai besoin qu'il résolve les problèmes selon que je veux. Parce que ici, avec la démarche de l'Église, on sent un peu comme un forcing. Moi, j'ai trouvé les problèmes, voici la solution. Il faut absolument appliquer cette solution. Mais lorsque ça, c'est un l'Église, problème. Dieudonné Kishi, lorsque l'Église remarque qu'au sein de politique, il y a toujours des tiraillements, il n'arrive pas à se mettre d'accord sur certains points, est-ce que l'Église ne peut pas aider au moins à faire que les acteurs politiques, société civile, puissent se réunir? Il y a une autorité compétente qui a l'obligation de résoudre les problèmes des Congolais, y compris les problèmes si les politiciens ne s'entendent pas. C'est qui? Mais il faut maintenant, ce sont les institutions établies. Maintenant, les problèmes, lui-même aussi doit être étudié. Nous devons étudier les problèmes. Quel est le problème qui divise les Congolais, les politiciens congolais? Mais vous savez, on dit c'est le problème de l'Est, n'est-ce pas? L'article 63 de la Constitution de la République démocratique du Congo oblige tous les citoyens de ces pays de défendre la patrie. Donc, il n'y a aucun Congolais qui a le droit de poser une condition pour défendre la patrie. C'est là où il y a le blocage. Ça veut dire que nous sommes obligés. Et là, il y a comme un problème d'approche. Le problème qui est à l'est de notre pays, est-ce que c'est un problème qui nous oppose, nous Congolais, ou bien c'est un problème qui oppose le Congo contre le Rwanda? C'est ça la vraie question. C'est ça la question. Oui. Si on résout cette question-là, si on pose cette question et on y répond, on y donne une réponse. Mais il y a déjà de réponses. Quelle est la réponse? Moi, je ne connais pas la réponse. La République démocratique du Congo fait face à la guerre contre le Rwanda. Et de l'autre côté, il y a certains de nos frères et sœurs qui sont manipulés par le Rwanda dans la partie est de la République démocratique qui nous font la guerre. Donc, pour eux, ils réclament certaines de choses. Je suis content que le pays va mal. Je suis content de ce que vous avez dit. Il y a d'un côté le Rwanda et de l'autre côté certains d'entre nous qui sont manipulés par le Rwanda. Donc le problème est un seul. C'est un seul problème, le Rwanda. Donc il n'y a pas de problème à ce moment-là. Est-ce qu'on ne peut pas écouter le mien, ceux qui sont manipulés par le Rwanda? On ne peut pas le mettre autour d'une table. Si vous les écoutez, vous aurez les revendications que vous connaissez. C'est-à-dire gérer l'Est, ceci, cela. On connaît les solutions que ceux de nos compatriotes qui sont manipulés ou qui sont avec les Rwandais, on connaît leurs revendications. Ce n'est pas la première fois qu'on a dialogué. Leurs revendications finissent toujours par les mixages, les brassages, ainsi de suite. Est-ce que le dialogue que l'Église réclame aujourd'hui va-t-il échapper à ça? Parce que si on tient un dialogue qui n'aboutit pas à ça, brassage, mixage, amnistie, mesure de grâce pour que les gens échappent à la justice. À la justice. Amnistie pour donc libérer les prisonniers qu'on a arrêtés. Ainsi de suite. Ces genres d'activités, ces genres d'exigences, on les connaît. On sait que ça va aboutir à ça. Voilà pourquoi nous avons dit des faux dialogues, des dialogues mascarades. Nous n'en voulons plus parce qu'on connaît comment. On sait que
nos compatriotes qui sont avec le Rwanda en ce moment ne viendront pas réclamer autre chose. Parce qu'on vous dit que aujourd'hui le pouvoir Tshisekedi veut au moins partir avec les choses par le forcing, ne veut pas écouter aussi le camp de l'opposition. Vous ne voulez écouter personne parce que tout marche au pays. L'opposition en République démocratique du Congo est régie par une loi. La loi sur l'opposition. Oui, on connaît. Et comment l'opposition doit opérer, la loi a déjà réglé ça. Lisez la loi sur l'opposition, vous verrez ce que l'opposition doit faire. L'opposition armée en République démocratique du Congo, c'est une infraction. Comment ça? Mais oui, la loi n'autorise pas à vous, à moi ou à un autre Congolais de prendre les armes pour chercher à renverser le régime qui est établi. La loi l'interdit. La loi l'interdit. La Constitution l'interdit. Maintenant, Donc, cette opposition... vous voyez maintenant que oui. tout dialogue qui se tiendrait où on intègre directement l'opposition, entre guillemets, l'opposition armée, n'a pas d'importance. Ne peut pas avoir de l'importance. Parce que oui. en ce moment-là, nous serons toujours en train de transmettre une mauvaise leçon aux générations actuelles et aux générations à venir. Dans lequel sens? Dans le sens que vous allez prendre les armes, sachant que même si vous occupez 1 mètre carré de ce territoire, il y aura des relais à vous dans ce pays qui vont réclamer à corps et à cri un dialogue. Et à travers le dialogue, vous serez blanchis. Ces choses-là sont dangereuses. Mais pourquoi C'est parce qu'on les a faites autant de fois qu'il y en a dans ce pays qui continuent à croire qu'on doit continuer avec les mêmes méthodes parce qu'ils ont l'assurance qu'il y aura un dialogue qui va les blanchir. Mais pourquoi pas les écouter, leur accorder au moins une chance pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, cette opposition? Elles veulent quoi? Quelle opposition? Mais la position non armée, celle qui est reconnue par la Constitution. L'opposition non armée? Oui, celle qui est connue par la Constitution. Nous disons ceci, la Constitution a déjà réglé tous ces problèmes-là. On a une loi sur l'opposition en République démocratique du Congo. Cette loi fixe les mécanismes d'interaction entre l'opposition et les institutions de la République. Mais qu'on utilise ça. Elles sont minoritaires. Hein. De deux, la Constitution de la République, en son article 27, a prévu la possibilité pour tout citoyen, y compris pour l'opposition, de faire des pétitions, d'apporter leurs idées à travers la pétition. Il n'y a pas que les dialogues. Les dialogues, vous savez... Mais pourquoi vous avez peur du dialogue? Non, on n'a pas peur du dialogue. On ne veut pas que le Congo, notre pays, répète les mêmes, je vais dire, les mêmes bêtises chaque fois. C'est-à-dire on doit rester... On sait que les dialogues, là, s'il se tient, c'est pour... le partage de poste. D'abord, ce sera pour les amnisties, ça sera pour les brassages, ça sera pour les mixages, ça sera pour la grâce présidentielle, ça sera pour la libération des prisonniers et ça sera pour le partage des postes. Vous allez partager les postes dans quelles conditions aujourd'hui alors qu'il y a des institutions qui sont établies? Il n'y a pas moyen de tenir un dialogue sans violer la Constitution. Il n'est pas possible. C'est là où nous disons non. Vous vous arrêtez par là. Il y a les institutions que les Congolais, 73% des Congolais ont mis en place. Alors, est-ce que les institutions que les Congolais ont mises en place, à 73%, la constitution que les Congolais ont mis en place au référendum populaire, doivent-ils être bloquées, violées, suspendues, simplement parce que en tout cas, moins de 1000 personnes d'entre nous, les Congolais, ont pris les armes. Mais quel chemin que l'opposition doit prendre pour être bien écoutée? Parce que vous avez parlé, il y a des lois qui régissent l'opposition au moment où elles sont minoritaires. Vous savez, l'opposition, si elle n'a pas fait des efforts pour être majoritaire à travers les élections, elle sera toujours minoritaire. C'est ça, là, malheureusement. C'est ce qui traduit, on ne peut pas les écouter. Malheureusement, c'est... Oui, et vous savez,
La démocratie, c'est quelque chose de grave. À partir du moment où les institutions démocratiques sont installées, en principe, on n'a même pas à écouter l'opposition. En principe. En principe. En principe. Mais là, elles vont vous accuser de la dictature. Non, écoutez, le problème que nous avons ici, c'est quoi? C'est que depuis que les gens avaient pris les armes en 98, 96, 98, n'est-ce pas? Depuis qu'ils étaient allés négocier à Sun City, les idées de négociation n'ont jamais quitté l'esprit des acteurs politiques congolais. Si bien que jusqu'aujourd'hui, dans leur tête, tout doit passer par la négociation. Alors que, depuis 2006, on n'est plus censé négocier. Parce que depuis 2006, on a toujours voté les dirigeants, les institutions, les dirigeants. Mais parce que les gens étaient à Sun City, parce que les gens avaient pris les armes, parce que les gens, ceux qui avaient pris les armes, sont ceux qui ont mis en place cette constitution. Ils pensent qu'ils sont toujours nantis du pouvoir, d'être là toujours en train de négocier. Tout doit se négocier. Mais si tout doit se négocier, quel sens vous donnez à un mandat reçu du peuple si on doit encore négocier? Là, ils disent que le pays ne marche pas. Mais je vous répète que quand au pays les choses ne marchent pas, n'est-ce pas, vous écrivez des pétitions. Il y a beaucoup de modalités qui sont prévues dans la Constitution. Et c'est ça la démocratie. Parmi ces choses, je vous les conseille. Il y a aussi des marches pacifiques. Il y a des manifestations pacifiques. Vous vous exprimez. Il n'y a pas que le dialogue. Il n'y a pas que le dialogue. C'est-à-dire pour vous... Vous pensez que les gens comme les Etienne Tshisekedi, les Kibasa Maliba, les Kyungwa Koumanza, tous ceux qui ont fondé l'UDPS, tous ces papas-là, vous pensez qu'ils étaient incapables de prendre des armes? Mais ils ont affaibli Mobutu avec quoi? Ils l'ont affaibli avec des marches. Comment les gens ne croient plus à des marches? Parce que dans leur tête, les peuples n'existent plus. Dans la tête de qui? Des opposants. Les gens qui se disent être aux côtés du peuple. Ça, c'est un langage. Mais les faits sont là, non? Si vous croyez au peuple, si vous êtes avec les peuples, il y a des mécanismes constitutionnels qui sont prévus. C'est des marches, c'est des manifestations publiques, pacifiques. Voilà les moyens, les instruments qu'ils ont. Mais ils n'y croient pas. C'est comme ça que, parmi eux, d'autres, ne croyant pas en cette capacité de mobiliser le peuple et d'obtenir des résultats par le peuple, d'autres vont chercher les armes pour chercher à s'imposer. Malheureusement, ce ne sont pas des pratiques que moi je peux conseiller. Je ne peux pas conseiller ça. Parce que, à la fin de tout ça, vous allez être à la tête, si vous négociez, si vous faites des dialogues, vous serez à la tête d'un peuple dont vous avez le sang en main. C'est pas beau ça. C'est pas beau. Mais lorsque Félix Tshisekedi, lors de cette rencontre avec le cadre et membre de l'Union sacrée, il dit: nous n'allons pas, malgré même qu'on aura le dialogue, mais nous n'aurons pas besoin de Congolais inféodés. Il voulait dire quoi? Il faut poser la question au président. La question là, c'est une question essentielle. Les Congolais inféodés aux étrangers. Ça signifie qu'il y a certains de Congolais qui se réclament Congolais, mais qui ne le sont pas, ils veulent le dialogue. C'est ce qu'il voulait dire. Ça veut dire que parmi nous ici, oui, surtout dans l'espace politique, dans l'espace aussi, dans d'autres espaces aussi, il y a beaucoup d'entre nous, quand vous les voyez comme ça, assis dans un fauteuil, vous voyez qu'il est assis dans un fauteuil, dans un bureau, en train de travailler pour les Congolais. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui travaille pour l'étranger. Pas pour le Congolais. Pas pour les Congolais. Pas pour le Congo. Et ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Identifiés même. D'autres commencent même par leurs attitudes, on commence à les identifier. D'autres sont déjà connus. Et dans ces circonstances-là, comment vous allez négocier avec quelqu'un dont vous savez que lui, son problème, ce n'est pas le Congo, son problème, ce n'est pas le peuple congolais, son problème, c'est les Rwandais, son problème, c'est l'Ouganda, son problème, c'est d'autres pays du monde. Comment vous allez négocier avec cette personne? En quels termes vous allez négocier avec elle?
Dieudonné Kishi, vous ne voulez pas que l'opposition, coûte que coûte, puisse avoir cette occasion de dialoguer, mais l'extérieur s'invite pour le dialogue. L'ancien président, vous avez suivi, l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, qui sollicite de prendre les choses en main, et il vous dit, il veut être le meilleur médiateur, comme il l'a été avec des Saint-City et autres. Pourquoi? La seule question que je veux vous poser, moi aussi, je sais que je n'ai pas le droit de vous poser la question, mais je la pose à ceux qui nous suivent. Oui. Pourquoi on évite les peuples? C'est simple de demander un référendum que d'aller chercher Thabo Mbeki. Mais Thabo Mbeki, on ne l'a pas cherché. Non, on l'a cherché. Il a sollicité. Qui l'a cherché? On l'a cherché, on connaît. Qui l'a cherché? On connaît. Vous savez, aujourd'hui, oui, le monde a évolué. On n'est plus en 96 où Mzee Laurent Désiré Kabila est venu avec ceux avec qui il est venu et tout le monde l'a embrassé sans savoir ce qui était derrière. Le monde a évolué, la situation a évolué. Vous comprenez? Thabo Mbeki a été cherché pour faire ce genre de déclaration. Il a été cherché. Ce n'est quand même pas anodin. Ce n'est quand même pas anodin. Mais il a fait. Pourquoi ce n'est pas, il vous a aidé. Pourquoi ce n'est pas un autre président, un autre ancien président africain? Pourquoi? Il dit qu'il a la maîtrise sur des questions politiques du Congo. C'est pour cela qu'il veut vous aider. Non, ces questions-là ne demandent pas seulement la maîtrise. Oui. Ça demande aussi la crédibilité. Il n'est pas crédible. En tout cas, au vu des levées de boucliers qui sont sortis, on a l'impression que Thabo Mbeki n'a pas la crédibilité nécessaire face à toute la classe politique congolaise. Surtout ceux qui sont au pouvoir, hein, pas l'opposition. Bon, parce qu'on ne va pas dialoguer, ça ne sera pas un dialogue, un monologue, parce qu'il faut deux composantes ou plusieurs composantes. Mais voici qu'une des grandes composantes vous dit non, nous on ne viendra pas là où il y a ces messieurs-là. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas aujourd'hui. Et le président Thabo Mbeki, moi je ne lui manque pas du respect, en tout cas, mais il n'est pas sorti du pouvoir par la grande porte. Vous le savez aussi. Il a été pratiquement chassé du pouvoir. Et même du parti. Et même de son propre parti. Et même de son propre parti. Est-ce que c'est donc la crédibilité n'est pas au moins l'audace qui pousse Thabo Mbeki de dire ça? Parce qu'il trouve que les Congolais trouvent du mal à se parler entre eux. Vous savez, les Congolais trouvent du mal à se parler entre eux. C'est leur analyse. Ce sont leurs analyses qu'eux font dans leur laboratoire parce qu'ils ont déjà, par le passé, travaillé à l'affaiblissement du Congo. On passe à Eden Kodio, aux autres. La clique là, tout ça, ce sont des gens qui ont travaillé à l'affaiblissement de notre pays. Du Congo? Oui. En donnant des fausses solutions, en donnant des demi-mesures, des demi-solutions, des fausses solutions et même pas de solutions. La preuve, c'est que nous sommes là encore en train de parler de dialogue aujourd'hui. Est-ce que ces pays, après 4 cycles d'élections, on devait encore parler de dialogue? Après 4 cycles, avec une constitution qui fait du peuple congolais les souverains primaires. Est-ce qu'on devait encore parler de dialogue? Non. Les Thabo Mbeki et tous les autres sont dans un schéma d'affaiblissement de notre pays. C'est connu. Ils ne veulent pas la... C'est pas moi qui le dis. Ils ne veulent pas le bien du Congo. C'est le schéma de l'affaiblissement de notre pays. Celui qui veut travailler pour le renforcement de notre pays doit renforcer la démocratie. La démocratie, c'est-à-dire quoi? S'il y a des questions de dialogue, qu'on pose la question au peuple qui a quand même installé les institutions qui sont là. La personne qui fera ça, c'est l'indicateur pour dire au peuple, voici quelqu'un qui travaille pour le Congo. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est peuple, qui escamote le peuple, cette initiative-là n'est pas bonne. Parce que vous allez vous réunir, vous allez prendre des résolutions. La seule question, qu'est-ce que vous faites de ce que le peuple a déjà dit, de ce que le peuple a déjà fait dans son pays? C'est-à-dire le peuple a voté, le peuple a mis en place les institutions. Vous en faites quoi? Mais eux, ils écoutent au moment des accusations qui viennent de l'opposition, que les élections ont été mal organisées, le pays, il y a une crise, pour eux, ils parlent de crise politique. Il y a eu mauvaise élection en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous de l'épopée du président Gbagbo et le président Ouattara. Vous avez vu des dialogues? Vous avez vu des dialogues? Nous ne sommes pas les seuls pays au monde où il y a des problèmes.
Pour que nos problèmes, chaque fois qu'il y en a, on part chercher les parrains à gauche, à droite. Cette culture-là, elle nous infantilise. Tout ça parce que dans la tête de ceux qui font ce genre de démarches, les peuples n'existent pas. Ce sont eux qui existent. Ils ont déjà accaparé, ils ont déjà confisqué la souveraineté du peuple. Et c'est au nom, ils marchent avec ça. Au nom du peuple. Ils marchent avec le peuple. Mais en réalité, ils ne reconnaissent rien au peuple. Parce que la moindre des choses, c'était d'abord de reconnaître que non, ce peuple dont nous parlons, il a quand même déjà mis en place des institutions. Ce peuple dont nous parlons, il a quand même déjà mis en place une constitution. Si nous réunissons, nos résolutions par rapport à la constitution seront classées comment? Vous avez vu, nous étions avec vous ici dans ce pays, 2016-2017. Un exemple pas très loin. Il y a eu ce qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre qui nous a produit 2 premiers ministres. Badibanga et Sami Badibanga Ntita, mon autorité morale que je salue, parce que nous sommes du regroupement Les Progressistes. Et puis, il y a eu Bruno Tshibala, 2 premiers ministres. L'article 78 de la Constitution dit quoi? Que le Premier ministre sort de la coalition qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Son Excellence Sami Badibanga était majoritaire à l'Assemblée? Mais ça, c'était un cas exceptionnel du dialogue. Non, vous refusez de dire que c'était un cas de violation instantatoire de la Constitution. C'était un cas exceptionnel, le pays passait des moments. Voilà, non, je vous donne des exemples parce que je ne parle pas en l'air. Allons-y. Bruno Tshibala, Premier ministre, il ne venait pas de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Il a été nommé Premier ministre en violation de la Constitution. Vous pensez que c'est ce dialogue ici qu'on va tenir qui va faire autrement des choses? Non. Mais quand on se dit que le Congolais, on doit parler maintenant de questions sérieuses. Lesquelles? Les questions sérieuses. Lesquelles? Entre autres, l'Est de la République, depuis qu'il... Les problèmes de l'Est de la République... Il y a l'économie du pays, il y a certaines de choses qui se passent par l'insécurité partout. Là, je deviens encore plus sérieux. Allons-y. Les problèmes de l'Est de la République, contrairement à ce qu'on répand partout, il y a un adage qui dit « qui veut la paix prépare la guerre ». Les problèmes de l'Est de notre pays, c'est parce que beaucoup ont déjà identifié la peur ici, de notre côté. Beaucoup ont déjà identifié la faiblesse. Beaucoup ont endoctriné les Congolais en disant « Non, vous n'avez pas d'armée, comment vous allez faire la guerre ?» Mais écoutez, un pays, ce n'est pas d'abord l'armée. Un pays, c'est d'abord un peuple, son peuple. Mais mobilisons le peuple. Qui va mobiliser le peuple? Les pouvoirs établis. Les pouvoirs établis, et vous avez vu, nous étions avec vous ici, vous avez vu quand le président de la République a décrété la mobilisation générale, l'armée a refoulé du monde. Les Congolais, vous êtes journaliste, après cette émission, je vous donne un petit devoir, faites votre micro-baladeur. Combien de Congolais ne demandent pas à aller intégrer l'armée? À intégrer l'armée. Combien de Congolais ne demandent pas la guerre? Combien? Mais pourquoi on ne veut pas expérimenter cette solution-là? La guerre finit par la guerre. Mais pourquoi ça traîne, Ça traîne parce que pourquoi? Vous avez parmi nous des gens qui endoctrinent l'opinion. Les gens qui ne veulent pas sortir de leur confort actuel. Il a déjà un véhicule climatisé. Le matin, c'est une table achalandée qui commence d'ici jusqu'à la gare centrale. Rien que pour le matin. Les mains sont molles maintenant. Les mains, elles sont molles. C'est froid. Les parfums sentent de partout. Cette personne-là, vous allez lui dire d'aller faire la guerre. Et le peuple demande la guerre. Alors le problème c'est assez. L'autre chose, c'est qu'il faut... Oui. Il faut arrêter avec vos chansons que vous dites là, chansons patriotes. Du matin au soir, on ne donne pas la paix. Ça ne donne rien, hein? Ça ne donne pas la paix, ces chansons-là. La paix ne se donne pas. La paix se gagne. Qui veut la paix prépare quoi? La guerre. Mais pourquoi? Moi, je veux même dire, qui veut la paix fait la guerre. Fait la guerre. Mais pourquoi? Vous pensez que les guerres que les États-Unis engagent au monde entier ici, c'est pourquoi? C'est pour que les États-Unis soient toujours en paix là-bas. Donc, un peuple qui refuse de faire la guerre, c'est un peuple qui se prépare à être esclave des autres. Mais pourquoi le Congo ne fait pas peur aux autres?
Parce que l'Ouganda, on va de Kenya et les autres nous attaquent. C'est pourquoi je vous ai parlé d'un processus d'affaiblissement de l'État congolais. Les choses ont été faites pour nous affaiblir. Mais l'État doit se soulever. C'est comme ça que vous avez entendu parler des mixages, des brassages. Donc, vous avez dans l'armée les gens qui répondent aux ordres. D'ailleurs, vous avez des gens, dès que ça crépite une seule fois, il prend fuite. Il lève les talons. Est-ce que vous avez déjà vu un militaire qui fuit parce qu'il a entendu un coup de... Tout ça, c'est des choses qui ont été boutiquées pour affaiblir notre pays. Et on ne doit pas continuer. Nous, on n'a que ce pays. Mais on les a constatées, toutes ces choses-là. Et après? Nous sommes en train d'y arriver. Arriver jusqu'à quand? Est-ce que vous n'avez pas pris compte dans la partie jusqu'ici, de votre mémoire de journaliste. Oui. Est-ce que vous avez déjà reçu un acteur politique sur votre plateau qui vous dit que le pays a besoin de la guerre? Non. Tout le monde est venu vous dire que le pays a besoin de la paix. Oui, oubliant que celui qui veut la paix prépare la guerre. Celui qui veut la paix fait la guerre. La guerre que nous fait le président Kagame, dans une certaine mesure, je peux considérer que c'est pour que eux, ils soient en paix là-bas. C'est une guerre préventive. Mais vous voyez, c'est un exemple que je donne. La guerre que fait les États-Unis à travers le monde, c'est pour que les Américains soient en paix. Au nom de quoi nous refusons de faire la paix, la guerre? Au nom de quoi? C'est parce que nous ne prenons pas des choses au sérieux. Des choses sérieuses sont en train de se mettre en place. Mais jusqu'à quand? Vous avez vu vous-même combien de généraux, combien de colonels ont fui les pays ici en janvier de cette année. On continue toujours de tuer. Donc petit à petit, le Congo est en train de se désinfiltrer. L'armée est en train de se désinfiltrer. Mais on continue toujours de tuer. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. On continue toujours de tuer dans la partie est de la RDC. Écoutez, malheureusement, nos compatriotes continuent d'être tués. Mais ceux qui tuent répondront. Ils répondront. Ne vous en faites pas, le tribunal de l'histoire existe. Le tribunal de l'histoire existe. On tue les Congolais pourquoi? Pourquoi on les tue? Ils ont fait quoi? Les gens qui sont chez eux, on les tue pourquoi? Mais vous avez vu que le monde entier, à un moment donné, a dit non, ça ne va pas. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de sanctions. Tout ça, ça montre que la situation évolue. Et demain, ne vous en faites pas, le Congo fera la guerre. Le Congo fera la guerre. Oui, terminons seulement de désendoctriner les peuples ici. Parce que le peuple a été endoctriné. C'est comme ça qu'on vous dit, la seule voie, c'est la seule possibilité qui nous reste, c'est de dialoguer. Le dialogue, c'est une capitulation dans ces conditions ici. Le dialogue, ce n'est pas la seule voie. Il faut dire, j'ai dit aux Congolais, c'est ça ma proposition, j'ai dit aux Congolais, la possibilité qui nous reste, ce n'est pas de dialoguer. La possibilité qui nous reste, c'est de faire la guerre. Mieux vaut être un peuple qui a fait la guerre et qu'on domine parce qu'il a perdu la guerre que d'être un peuple dominé sans avoir fait la guerre. Vous comprenez? On n'est quand même pas, excusez-moi, on n'est quand même pas un pays de femmes. Hein? Quand je dis femme, je comprends. Voilà, je comprends. Voilà. Alors, je ne dis rien de mauvais contre les femmes, mais c'est une expression. Non, c'est une expression. C'est une expression. Toi, Mibali. Oui. Mibali. Nous devons montrer que nous. Et les peuples le demandent. Les peuples demandent la guerre. Contrairement à tout ce qu'on véhicule ici, les messages de capitulation, oh ceci, cela, oh non, la paix, au nom de la paix. Quelle paix? C'est quelle paix que vous avez pour 5 ans? La paix de 10 ans, c'est ça la paix? On parle parce que cette situation dans la partie est de la République, on a l'accord de paix Rwanda-RDC, on a aussi de l'autre côté Doha, mais il en remarque que avec le Rwanda, on remarque qu'entre les deux pays, il y a de l'hypocrisie qui règne. Parce que on crie au cessez-le-feu, mais on continue de tuer. Bon, c'est parce que il n'y a qu'un peuple comme nous pour penser que les documents que vous signez engagent les États qui ont élaboré un programme. Le Rwanda a élaboré un programme sur le Congo. De diviser le Congo. De faire ce qu'il fait. Et ça dure plus de 30 ans aujourd'hui. Nous sommes pratiquement à 31 ans aujourd'hui. 31 ans. Alors, ces programmes-là, pour qu'ils s'arrêtent, il faut les déprogrammer. Il faut la tête. Mais ici, c'est pourquoi nous disons il faut d'abord arrêter avec les dénis de la guerre. On se comporte comme si on n'était pas en guerre.
Effectivement, hein, c'est ça qui se passe partout en Mais tout le RDC. monde parle de la situation à l'Est. Tout le monde veut des solutions. Mais lorsqu'on va dire... Mais on ne se comporte pas. On ne se comporte pas comme un peuple qui est en guerre. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Qui parle de l'opposition en Ukraine? Parce que cette guerre, beaucoup pensent qu'on l'a fait au président Tshisekedi. C'est comme si on pensait que d'ici 2028, lorsque le mandat du président Tshisekedi va se terminer de manière constitutionnelle, la guerre va s'arrêter. Est-ce qu'on peut espérer ça? 2028, notre compatriote Corneille Nangaa va arrêter. Vous voyez que ce n'est pas une guerre de régime, c'est une guerre d'État. Donc, il faut d'abord changer ces paradigmes et ces narratifs-là. La guerre qu'on fait, ce n'est pas une guerre liée à un régime. Parce que si c'était lié à un régime, elle n'existe pas seulement maintenant. Ça fait 31 ans que la guerre est toujours à l'Est. Ça veut dire que c'est une guerre qui est menée contre un peuple. Alors il n'y a que le peuple qui va régler ça. Il n'y a que le peuple qui va régler ça. Ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas qui que ce soit. C'est le peuple lui-même qui va régler cette question. Nous sommes avec vous dans ce pays. Nous observons ce qui se passe. Vous pensez qu'au Rwanda, il n'y a pas un peuple? Mais pourquoi le peuple rwandais, face aux agissements de son gouvernement, il ne se lève pas pour dire non, ne tuez pas là-bas? Ne faites pas ce que vous faites au Congo. Pourquoi? Mais ils ont déjà eu la morale de leur gouvernement. C'est parce qu'ils savent que la paix vient de la guerre. Moi, j'ai étudié la théorie des organisations avec le professeur François Mukoka Senda à l'université de Kinshasa. Il nous a dit, dans la théorie des organisations, on a dit le désordre crée l'ordre. L'ordre vient du désordre. C'est qui est difficile. La paix vient de la guerre. Mais chez nous, c'est comme si on espère que la voie diplomatique, c'est celle qui va nous faire sortir de cette situation. C'est pour cela qu'on nous trimballe. Regardez depuis qu'on a signé, qu'est-ce qui est respecté? On nous trimballe. On nous trimballe parce qu'on sait que nous, on est attachés à ça. Le jour qu'on comprendra que ce peuple a commencé à changer cette mind, sa façon de réfléchir, vous allez voir les changements sur le terrain. Nous sommes quand même 120 millions de citoyens au monde. Si nous concentrons 10 millions, 20 millions là-bas, la guerre va continuer. Si nous concentrons, même sans armes, parce que vous parlez, vous, de l'armée, moi je vous parle du peuple. Du peuple. Je prends 20 millions de Congolais. Tout ce que je cherche, c'est les avions et la nourriture pour les 20 millions. J'achète des avions qui amènent les gens là-bas. 20 millions. La guerre va continuer. 26 millions. Parce que au Rwanda, tous les Rwandais au monde, ils sont seulement 13 millions. Moi, j'amène 26 millions là-bas. La guerre va continuer. Pour rédiger une pétition de l'anti-dialogue, ça avance ou bien vous avez arrêté? Non, au contraire. J'ai ici, je peux vous montrer. Chaque matin, je reçois les... Déjà combien? Chaque matin, je reçois les images de tous les sites que nous avons choisis pour récolter les signatures. Je reçois les images des gens qui signent avec enthousiasme. Je les ai ici, je peux vous les balancer. Vous allez les balancer dans votre émission. Ils sont d'accord avec votre démarche? Totalement d'accord, nous sommes même surpris. Nous sommes en train d'avoisiner les 1 million de signatures. À 2 semaines seulement du lancement. À 2 semaines seulement. Alors qu'il y a des provinces qu'on n'a même pas encore atteintes. Vous étiez content de propos de Félix Tshisekedi, qui soutient vos thèses, mais d'autre part? Mais il s'agit... On n'a pas à être content ou ne pas être content. C'est une position normale pour un président qui défend son État, qui défend sa nation, qui défend son pays. Tout simplement. Après avoir fait toute la démonstration que j'ai fait ici, vous avez compris avec les téléspectateurs qu'on n'a pas une autre voie que de refuser des dialogues là. Parce que ces dialogues-là sont des dialogues d'asservissement. Ce sont des dialogues d'affaiblissement. Ce sont des dialogues de distraction. Faisons autre chose. Nous sommes un État, nous ne sommes pas un club d'amis. Mais un État répondait aussi aux besoins du peuple. Je vous dis que l'État a été affaibli pour nous conduire à ça, pour continuer à nous opposer ça. On a affaibli, n'est-ce pas? Après, on commence à t'opposer tes propres faiblesses. Les faiblesses qu'on a créées chez toi, on commence à te les opposer.
C'est ça la situation du Dieudonné Congo. Keshi, nous sommes presque en train de chuter. Si aujourd'hui vous avez un conseil à donner à cette opposition, sera lequel? D'aimer le Congo, d'aimer les Congolais, tout simplement. Ils n'aiment pas le Congo. Et de quitter les capitales là, de compter sur le Congo et des Congolais. Quand ils se réunissent à l'extérieur, ça vous choque, hein? Non, ça ne peut pas nous choquer, au contraire, ça nous... Moi, personnellement, quand je les vois, j'ai l'impression d'être en face des petits-enfants. Mais comment ça? Parce que Oui. ils se sont C'est déjà l'attitude des petits-enfants. quand Dès ils qu'ils se ont un réunissent. petit problème, Oui. ils partent voir les oncles, ils partent voir les grands-pères, ils partent voir les amis des mamans, ils partent voir les amis des papas pour accuser les papas. C'est bizarre, ça on a fait depuis longtemps. Changeons. Le problème qu'on a ici, c'est que même l'opposition elle-même aujourd'hui, moi je n'ai rien contre l'opposition, mais elle est quand même en panne d'imagination. Pas en panne d'imagination comme telle, parce que elle ne veut pas voir qu'il y a une évolution, même dans la façon de voir de voir les choses. de la population. Elle refuse de voir, elle continue à croire que c'est oui. toujours San City qui règne ici. Vous parlez trop de la population. Une question directe, est-ce que cette population est consciente de ce qui se passe? Mais la population est consciente. La population est c'est consciente. C'est comme oui. ça que vous voyez que depuis un temps, les marches, quand on les convoque, ça ne marche pas. Parce que l'opposition ne s'est pas encore identifiée à quelqu'un aujourd'hui. Non, l'opposition n'a pas de leader aujourd'hui. Non, il y a des leaders Autoproclamés. autoproclamés. Oui, et des leaders qui ont changé de position selon les temps. Hier, la plupart, ils étaient dans le pouvoir. D'autres ont rejoint le pouvoir. Vous voyez? Mais qui est l'opposant, le leader de l'opposition que le peuple adule aujourd'hui dans ce pays? C'est qui? Citez-moi. Comme on a eu les Etienne Tshisekedi. Après Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, c'est qui? Citez-moi les noms. Il y a des Katumbi, de Martin Fayulu qui sont là. Papa, moi j'ai lu un rapport des Nations Unies. La personne que vous avez citée collaborerait avec les M23. J'ai cité des personnes. Qui encore? J'ai cité Martin Fayulu et Katumbi. Oui, Martin Fayulu, c'est un leader, mais je crois qu'il a perdu le contrôle de la population congolaise. Oui. Il a perdu ça. Parce qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas de raison. Moi, si j'étais le conseiller de Martin Fayulu, depuis 2018, j'allais lui dire de se rallier à son frère, Félix Tshisekedi, et de faire un pouvoir fort. Mais il était avec lui dernièrement, ils se sont rencontrés. J'ai l'impression que c'est tard. Tshisekedi n'a pas voulu J'ai l'impression que c'est tard. Il aurait dû faire cette dynamique en 2018, au début de 2019, en reconnaissant son frère comme président, n'est-ce pas? Et en mettant en place un cadre qui allait même faire que lui soit le premier ministre de la République. Mais là, avec le temps, beaucoup de choses ont été érodées sur son leadership dans l'opposition. Aujourd'hui, les temps ont fait que... c'est pas moi qui décrète qui est le leader de l'opposition, mais j'ai l'impression qu'il a perdu ça. Dernière question, Dieudonné Keshi. Est-ce le pouvoir de Félix Tshisekedi convainc le peuple? Sur quel point de vue, je ne sais pas. Sur tout le plan, que ce soit sur le plan social, moi je pense qu'aujourd'hui, les Congolais sont préoccupés par la situation de l'Est de leur pays. Parce qu'il n'y a aucun Congolais qui est prêt à perdre 1 cm² du territoire national. Aucun Congolais, je le dis bien. Aucun Congolais digne de ce nom n'est prêt à accepter que le Congo perde 1 m² de son territoire. Vous voyez? Donc de ce point de vue, sur le plan sécuritaire, tous les Congolais sont avec le président Tshisekedi. D'autres plans Les autres plans, c'est oui. comme toute gestion. Il peut y avoir des forces et des faiblesses. Il peut y avoir le peuple qui est avec lui. Il peut y avoir aussi une partie du peuple, peut-être petite, qui ne soit pas avec lui sur tel point et tel point. Par exemple, le point de la justice, je suis en train de me rendre compte que le peuple est avec le président plus quand il avait son ministre de justice qui vient de quitter qu'avec le reste. Vous voyez, ça c'est une opinion, c'est un point de vue. Vous voyez,
Aujourd'hui, si le président de la République dit « je réhabilite Moutamba », vous allez voir. Vous allez voir que le peuple sera content. Mais nous savons aussi que c'est un président qui n'aime pas interférer dans les affaires de justice. On le sait. On le sait. Merci Dieudonné Kishi. Je rappelle, vous êtes coordonnateur du Front pour l'anti-dialogue, malgré que vous ne voulez pas intégrer l'opposition. Vous cachez derrière la Constitution que le pouvoir veut changer. Hein. On ne se cache pas de la Constitution, c'est ça. Vous avez vu vous-même que quand le président a dit qu'il va changer de Constitution, vous avez vu les opposants qui ont dit on ne touche pas à ma Constitution. Maintenant que le président dit respectons la Constitution, pourquoi il refuse? Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que le problème que pose le président en disant il n'y aura pas de dialogue en dehors de moi, ça veut dire qu'il n'y aura pas de dialogue en dehors du dialogue qui est convoqué par lui en tant que garant de l'État, de la nation et garant du bon fonctionnement des institutions. Donc en dehors des institutions, il n'y a pas. Alors, donc il ramène tout le monde au respect de la Constitution. Maintenant, les gens disent, oh non, ils commencent à refuser la même Constitution qu'ils sont en train de défendre. Merci, vous voyez que c'est du Front. C'est compliqué. Pour l'anti-dialogue, président de Congo Positif, merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors c'est par ici que nous mettons au point final à ce magazine. Carte sur table. Retrouvez la même émission vendredi à 14h juste. Vous allez nous suivre de partout en République démocratique du Congo. Canal Plus 596, c'est bien sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau invité. Et merci pour ce beau cadre qui nous a reçus pour ce tournage de l'émission, l'espace Ivana, que nous disons merci. Et on se retrouve au nouveau numéro. Merci.